Expertise gratuite en fin de semaine prochaine en métropole lilloise. Bonjour Héloïse de Baudus. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes commissaire-priseur comme environ 700 personnes en France. On va revenir sur cette opération les 28 et 29 mars prochains. Mais d'abord, c'est quoi un commissaire-priseur? Alors, c'est un peu dit dans le nom, on est là pour priser les objets, donc pour apporter un prix, et on se base sur un faisceau d'indices, l'ancienneté, la rareté, la préciosité, les matériaux utilisés, mais on n'est pas seulement là pour donner un prix, on est aussi là pour révéler l'histoire des objets pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont entre les mains. En fait, vous êtes une sorte de chef d'orchestre, puisque vous estimez, mais aussi vous animez, si j'ai bien compris, des ventes. Vous garantissez la valeur, la transparence. Ça paraît des métiers tellement différents. Comment est-ce que vous faites pour tous les allier? Ou est-ce que peut-être l'un de ces métiers, vous le préférez? Alors moi justement, j'aime toutes les facettes. Quand mon père a prononcé ce mot de commissaire-priseur quand j'avais 13 ans, c'est vraiment ce qui m'a fait rêver, c'est de voir que c'était un métier, multicasquette, où il y avait de la communication, du commerce, mais aussi énormément de communication et un côté spectacle que j'aime beaucoup. Un côté spectacle, on va y revenir, mais donc on a compris que c'était pluridisciplinaire, finalement multidisciplinaire, et le métier est aussi associé au marteau, à l'objet du Mmh. marteau. Vous en avez un, plusieurs? Je l'ai ramené, ici d'ailleurs, il est dans mon sac. J'en ai eu 2, donc ça c'est un objet qu'on obtient au diplôme et je l'ai fait faire sur mesure par Jacques Dubarry de la Salle, qui est un ébéniste retraité, qui a plus de 90 ans et qui depuis, des générations fait les marteaux des diplômés, en tout cas de la plupart des diplômés. Donc moi, il est en nacre et en métal pour justement jouer avec la lumière et attirer le regard pendant la vente. Ça paraît complètement fou, mais alors quel est le sens finalement de cet objet? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, il vient marquer la fin des enchères. Quand on le frappe, ça marque la fin des enchères pour un objet donné. Et c'est seulement quand on prononce adjugé en plus que là, juridiquement, la vente est scellée et que le bien est vendu. Mmh. Quel est votre rapport aux objets que vous proposez à la vente? Alors, c'est un rapport qui est très sensible. Moi, j'aime beaucoup m'émerveiller. C'est aussi ça qui m'a attirée dans ce métier, c'est que chaque objet vient nous parler d'une période différente. Dans une même journée, je m'étais retrouvée à expertiser des bandelettes de momies égyptiennes et puis en fin de journée, un tableau d'art contemporain. Donc, on voyage dans le temps, mais aussi dans les techniques et les matières. Et vous avez la formation, la légitimité pour, par exemple là, ces objets, les 2. Tout à fait, oui, exactement. On est diplômé en droit et en histoire de l'art. Donc, bien sûr, nous, on est comme des médecins généralistes. S'il y a un domaine trop spécifique, on fait appel à des experts indépendants qui peuvent tout à fait en dire davantage si l'objet est plus spécifique, Vous bien venez sûr. de comparer à des médecins généralistes et l'image tout de suite des longues études arrive parce que double licence droit histoire de l'art, puis vous master 1 droit de la propriété intellectuelle, encore master 2 marché de l'art. Combien de temps est-ce qu'il faut étudier pour être commissaire-priseur? Alors, c'est très variable. Il faut un double requis de diplôme en droit et histoire de l'art, mais chacun choisit la voie qu'il préfère. Certains font d'abord essentiellement du droit, puis de l'histoire de l'art ou inversement. Pour ma part, comme j'avais le projet depuis longtemps en tête, j'ai un peu court-circuité en faisant une double licence pour avoir les deux diplômes en 3 ans à la Sorbonne. Et après, je me suis passionnée de droit, donc en l'occurrence droit du marché de l'art et de la propriété intellectuelle. Et ensuite, c'est un examen national. Et quand on le réussit, donc il y a un examen d'entrée, on a 2 ans de formation avec un examen intermédiaire et un examen final. Mais alors combien de temps étudie-t-on avant de devenir Ça commis? fait moi j'en ai eu pour 7 ans, Mmh. mais pour la plupart, ça peut être de 7 à 10 ans s'il y a eu d'abord le droit et ensuite seulement l'histoire de l'art. Vous venez de parler de l'examen, en quoi il consiste? Alors l'entrée, c'est très théorique. C'est une dissertation en droit avec 2 sujets au choix et une dissertation en histoire de l'art pour les admissibilités et ensuite des oraux en droit, histoire de l'art, anglais et comptabilité et économie et ensuite l'examen intermédiaire et l'examen final, là, c'est beaucoup plus pratique puisqu'on a une épreuve phare qui s'appelle le tour de salle. On est réunis, dans une salle de l'hôtel Drouot à Paris et on a, à peu près 1 heure et demie pour expertiser une vingtaine d'objets de tous horizons différents, qui ont été préparés en amont. L'un de vos confrères, un auditeur et soutien de la radio, a animé il y a quelques mois une soirée de levée de dons au profit d'RCF Hauts-de-France. Certains d'ailleurs ont découvert à cette occasion le bagou du métier, l'énergie assez formidable qu'il faut déployer tout en alliant culture, répartie. Ça s'enseigne aussi ça? Alors ça, je pense que c'est un côté un peu inné chez Mm. certains et c'est amusant. On voit comme parfois chez les comédiens, des gens qui peuvent être très timides et qui se révèlent au marteau. Moi, je dirais que c'est un peu mon cas. Au marteau, j'aime énormément jouer d'humour, chercher le regard et puis que ce soit avant tout un bon moment, même pour ceux qui achètent pas, pour faire découvrir les enchères.
Vous voulez dire, Hélène de Belus, que vous avez un aspect théâtral que vous ne montrez pas là, mais qui existe lors des ventes? Voilà, pendant les ventes, j'aime beaucoup utiliser l'humour parce que ça peut durer jusqu'à 3, 4, 5 heures de vente. Donc il faut aussi pouvoir tenir l'auditoire et dialoguer avec eux. Vous parlez de vente aux enchères, alors, c'est pas un lieu où on a coutume de se rendre facilement comme on va se balader dans un parc, à qui s'adressent les ventes aux enchères? Est-ce que tout le monde peut s'y rendre? Comment Tout ça à se fait. passe? Eh bien, légalement, dans le code de commerce, on parle de vente aux enchères publiques. Donc l'aspect public, c'est même un droit, c'est ancré dans la loi. Donc on peut tout à fait se rendre librement dans une vente aux enchères ou dans les expositions qui les précèdent. Donc, dès qu'il y a une vente aux enchères, il y a une exposition avant, on peut découvrir les objets avec un rapport, je dirais, encore plus proche que dans un musée puisqu'on peut toucher les objets, on peut vraiment les ausculter. Donc c'est totalement public et gratuit. Et comme, il existe des calendriers finalement d'événements, il Oui. existe des calendriers de vente aux enchères? Exactement. Mmh. Donc là, on pourra le retrouver bientôt sur notre site mirabili-enchères.com qui est en ligne lundi. Mais donc, on a le calendrier des ventes à venir avec à chaque fois le lieu indiqué pour pouvoir se rendre non seulement à la vente, mais aussi aux expositions préalables. En quoi est-ce que ce n'est pas réservé à une élite? Eh bien, c'est tous les objets du quotidien. Nous, on vient vraiment, j'aime beaucoup tisser, un peu filer la métaphore du médecin, mais on vient révéler l'histoire des objets du quotidien avant tout. Donc, ça peut être aussi bien des objets d'art de la table. Donc, on en trouve, je dirais, à partir d'une dizaine d'euros jusqu'à plusieurs milliers, voire centaines de milliers, comme on peut voir parfois dans les beaux résultats. Combien de temps il faut passer dans une vente aux enchères? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller et venir vraiment comme on veut. Donc, il y a un côté très convivial. Mais les quelques fois où j'y suis allée, notamment quand j'étais plus jeune et que je commençais à m'intéresser au métier, parfois j'arrivais en me disant je reste 20 minutes. Et en fait, parfois j'y restais jusqu'à 2, 3 heures tellement c'est prenant. Est-ce qu'il y a des objets qui ne peuvent pas être vendus aux enchères? Oui, alors les réglementations peuvent être très strictes pour certains objets, des espèces protégées notamment, l'ivoire où il faudra des autorisations particulières, certaines catégories d'armes. Mais je dirais que c'est plutôt la loi qui va dicter les interdictions de vente ou du moins les objets qui doivent répondre à certaines exigences. Là, on a focalisé sur, la vente, l'estimation, mais vous faites aussi des inventaires. Ça veut dire que vous pouvez être appelé à venir chez des particuliers? Exactement. Donc ça, souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on préfère faire quand il y a beaucoup de choses à voir. On préfère se déplacer et tout voir d'un coup et surtout dans leur contexte d'origine pour un peu mieux comprendre l'origine de la collection. Mais sinon, on travaille beaucoup avec les notaires ou les assurances. Donc faire un inventaire d'assurance pour ensuite que la juste police d'assurance soit appliquée à l'objet ou les inventaires dans le cadre de succession pour pouvoir venir taxer de manière juste la succession en établissant le patrimoine mobilier. Mais à toute succession, le patrimoine mobilier est estimé, on n'a pas besoin d'un notaire, d'un Alors commissaire-priseur? si justement, si on n'intervient pas par défaut, ce sera 5% de la valeur totale du patrimoine de la succession, ce qui est parfois beaucoup moins en réalité. Donc c'est pour ça qu'on intervient, pour mettre la valeur juste du patrimoine mobilier, pour que ce soit taxé à sa juste valeur et non pas surtaxé pour les héritiers. Et vous avez cette motivation à trouver des trésors aussi parfois ou des objets insoupçonnables? Beh, tout à fait. Puis en fait, les gens vivent avec leurs objets et parfois on passe devant et on n'y prête plus attention. Et puis surtout, il y a les tendances qui évoluent. Donc il y a des personnes qui sont très heureuses de voir que leurs objets qui sont incapables de voir maintenant, qui datent des années 70 et qui pour eux étaient complètement dépassés, vaut en fait plusieurs, parfois centaines d'euros, voire quelques milliers. Ce que vous dites, c'est qu'on sous-estime régulièrement ce qu'on a chez soi. Exactement. Ou du moins, on va placer le curseur au mauvais endroit. Parfois, on va penser que quelque chose est un vrai trésor et en fait, ça a moins de cote, on va dire, aux enchères. Mais à l'inverse, on peut avoir un objet qu'on avait totalement sous-estimé. Et donc, c'est ça aussi qui est amusant. Des fois, c'est une inversion un peu du regard qu'on portait sur les objets. Est-ce que cette émission télévisée dont j'oublie le titre vous fait du bien ou du mal ce sont des ventes d'objets? Oui. Alors, c'est très intéressant pour la partie estimation. Affaire conclue. Voilà, beaucoup de confrères y participent, c'est très intéressant pour les estimations. En revanche, pour la partie vente, je trouve pas ça fidèle à l'ambiance des salles des ventes. Là, dans l'émission, on est face à 5 acheteurs professionnels, tandis qu'en salle des ventes, potentiellement, on peut être face à des centaines d'acheteurs, puisque c'est retranscrit non seulement en salle, mais aussi sur des plateformes live comme Drouot et Interenchères. Les personnes qui viennent vous voir avec des objets ou qui font appel à vous, est-ce que c'est pour essentiellement vendre l'objet ou en avoir une estimation pour savoir ce qu'il vaut? Alors souvent, c'est pour une estimation et c'est ce qu'on va répondre qui va parfois les motiver. Des fois, il y a des objets très concrets derrière, un voyage, les études des enfants, et puis ils se disent, bah, tiens, on va le vendre, même s'ils n'y pensaient pas grâce à ce qu'on leur aura révélé. Mais sinon, typiquement, les journées d'expertise gratuite, c'est aussi pour échanger tout simplement, pour que les gens en sachent un peu plus sur leurs objets, vu que
parfois c'est hérité et ils ont totalement perdu la trace de l'origine de l'objet. Là, on va y revenir. Ce sont donc des expertises gratuites, hein, en fin de semaine prochaine. Mais combien ça coûte une expertise? Par exemple, j'ai un tableau chez moi qui a 3, 4 siècles. Je veux le faire C'est estimer. totalement gratuit. Mm. En fait, ça peut être payant si vous avez besoin d'un acte pour votre assureur. Par exemple, là, on va facturer quand il y a vraiment un acte qui doit être édité et qui va ensuite servir à d'autres professionnels. Mais sinon, si c'est un simple avis, vous pouvez envoyer des photos gratuitement et on va se prononcer, voire nous les amener en physique. Et ça n'engage à rien. Nous, on va donner notre avis. En revanche, s'il y a besoin, pourquoi pas, de pousser les recherches, là, on pourrait être amené à facturer éventuellement. Mais sinon, c'est un acte totalement gratuit et accessible. Hélène de Beaudus, on vous a entendu sur l'antenne d'RCF quand vous apparteniez encore à la maison Mercier. C'était dans un reportage, on vous avait suivi. Vous n'y êtes plus et vous allez désormais dans une nouvelle aventure. Oui, tout à fait. Bah là, c'était une volonté d'entreprendre. Je pense que ça m'a habité depuis que j'ai eu le projet d'être commissaire-priseur, d'un jour avoir la structure dans laquelle je puisse aussi apporter ma vision du métier parce que je suis dans une famille de communicants. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi créer l'événement et puis que les gens se sentent les bienvenus. Donc, pas seulement penser des ventes, mais aussi des conférences autour des ventes et des réels moments d'échange où chacun puisse se retrouver. Vous voulez dire que tout n'est pas lié à l'argent Non, quand on parle de vente aux enchères. exactement. Moi, je serais très heureuse si j'ai une entreprise viable, mais ce qui me fait vivre dans le métier, c'est aussi les rencontres, parfois totalement improbables qu'on peut avoir grâce au métier, aux objets, puisque derrière les objets, il y a toujours une personne et une histoire familiale à révéler. Donc vous participez à la création d'une nouvelle maison de vente aux enchères? Tout à fait, je me suis associée avec Sophie Tiercelin, une consoeur diplômée en 2023 comme moi, qui vit à Paris et qui est normande d'origine, donc qui va couvrir ces régions-là, tandis que moi je m'occuperai des Hauts-de-France. Et c'est vraiment la passion du métier qui nous a animés et qui nous a poussés à nous retrouver ces derniers mois autour de ce projet Et quelles entrepreneurial. seront les spécialités mises en avant, les services particuliers proposés? Alors nous, on garde un œil très généraliste en tant que commissaire-priseur, mais par affinité. Donc mon associée Sophie Tiercelin est spécialiste et diplômée de l'École du Louvre en histoire de la mode, du bijou et des textiles. Et pour ma part, moi, je suis vraiment spécialisée sur le XXe siècle. Et j'aime notamment tout ce qui est photographie et cinéma. Donc c'est un peu plus niche. Mais sinon, les arts du XXe siècle au sens large, donc tout ce qui est céramique moderne et contemporaine et design. Mais après, la curiosité, c'est ce qui nous anime. Donc j'aime beaucoup les autres périodes aussi. Alors les 28 et 29 mars, les précisions sur le site mirabili-enchères.com, bientôt hein, à venir. Il va se passer quoi? Alors, on propose des moments d'expertise gratuits, justement, pour venir à notre rencontre avec des objets ou des photos d'objets s'ils sont trop encombrants. Et après, on peut convenir de rendez-vous pour aller sur place, par exemple. Mais on sera présent en plein cœur de Lille, donc c'est 20 rue des Arts, à la librairie La Parenthèse, qui est une librairie salon de thé avec un espace privatif où on recevra de 10h à 14h le samedi 28. Et le lendemain, chez des encadreurs à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est rue Jean Jaurès, au numéro 135. Et là, pour le coup, on est présente toute la journée, donc de 9h à 18h, dimanche 29 mars. Et là, l'idée, c'est aussi de créer des liens avec d'autres professions qui touchent à l'art. Donc là, en l'occurrence, des encadreurs. Il y a aussi une restauratrice qui travaille dans cet atelier. Donc nous, c'est notre intérêt aussi de faire découvrir le soin des objets pour que peut-être certaines personnes leur redonnent une nouvelle vie. Est-ce qu'il y a des objets dont vous êtes tombée amoureuse? Alors moi, je dirais que c'est les techniques, de manière générale, le travail par exemple de l'orfèvrerie ou le travail de la céramique. C'est dès qu'il y a un artisanat derrière et qu'à l'origine, il y a des milliers d'années, c'était simplement du pur artisanat et qu'au fur et à mesure des siècles, c'est devenu une vraie démonstration de virtuosité. Là, j'étais à la TEFAF de Maastricht le week-end dernier et on voit des objets mais absolument incroyables avec, moi ce que j'aime beaucoup sont les objets montés, d'allier des matières, des matériaux qu'on ne penserait pas mettre ensemble, de la nacre, du bronze, de l'écaille. Enfin, c'est vraiment le travail minutieux qui me passionne et le travail qu'il y a eu derrière un objet en fait. Et quand vous avez dit tout à l'heure que vous étiez généraliste dans cette maison, donc les estimations aussi vont être généralistes ou est-ce qu'il vaut mieux cibler tout de même certains types d'objets? Alors c'est notre rôle d'apporter un inventaire exhaustif, de cibler tous les biens qui peuvent présenter de l'intérêt et une valeur aux enchères. Mais en revanche, notre rôle, c'est aussi d'être précautionneux et d'être prudent. Donc dès qu'il y a un objet où là on pense atteindre nos limites, on fait appel à un expert indépendant. Il y en a énormément en France avec des compagnies nationales agréées, des syndicats d'experts aussi. Donc ce sont des personnes qui vont être par exemple spécialisées en antiquité grecque par exemple, ou en art d'Asie, en bijoux.
Donc là, dès qu'on touche à quelque chose de plus spécifique, on s'accompagne d'experts et c'est notre rôle de faire le lien entre le client et tout ce réseau d'experts aussi. Alors pour conclure, celles et ceux qui n'auraient jamais poussé la porte d'une maison de vente aux enchères, il y a un aspect, un côté presque ouvrir un livre Oui. parfois parce qu'on voyage, on découvre. Vous leur dites quoi et quels sont les conseils que vous leur donnez? Alors de se laisser porter, par le regard et la sensibilité, de se laisser toucher par les objets, tout comme on peut se laisser toucher par une œuvre d'art dans un musée, et puis surtout de se laisser prendre à l'ambiance, parce que rien que pour ça, ça a un côté spectacle. On passe un bon moment et le commissaire-priseur, son rôle, c'est de créer un véritable lien, comme je le disais, avec ceux qui assistent à la vente, même, celles et ceux qui n'achètent pas. Et vous serez vous aussi maître de l'ambiance, si j'ai bien compris. Voilà, j'espère. Merci beaucoup Hélène de Bodus d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr région Hauts-de-France. Et à propos de site internet, donc on peut citer mirabili-enchères.com où les détails seront mis en ligne très Exactement. rapidement. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup.